là où je peux me permettre de me plaindre. Pourquoi ça a pris 10 minutes pour nous montrer le hors-jeu? Ça faisait très longtemps que je n'étais pas autant écœuré devant un match du FC Barcelone. Très franchement, c'est même la première fois depuis le début de cette saison que j'ai du mal avec le schéma tactique de Barcelone. Aujourd'hui, face à Sociedad, on s'est fait manger tactiquement, que ce soit au niveau du pressing, que ce soit sur l'alignement des joueurs ou encore le marquage ou même plusieurs individualités. À tel point que pour cette rencontre, je n'ai même pas envie de m'attarder sur des individualités, dire lui il a fait un bon match, lui il a fait un mauvais match, lui il a été nul, lui il a été excellent et tout. Je ne vais pas m'attarder sur ça, mais uniquement mettre au devant des questions, vu que nous on ne sait rien, apparemment selon certains on ne sait rien, il n'y a aucun souci, mais peut-on se permettre de mettre des questions au devant de la scène? Peut-on se questionner quand même? On a encore le droit de respirer et se poser des questions. Tactiquement parlant, dès la feuille de match, je n'ai pas compris le choix. Ok, on perd Lamine Yamal, c'était un secret, personne n'était au courant qu'il était blessé. Bon, on a eu des informations, merci aux journalistes catalans qui font fuiter ça, alors que certainement que au sein du club, ils voulaient garder ça secret à 100% pour que ce soit une surprise pour l'adversaire de ne pas voir Lamine Yamal titulaire. Comme ça, leur tactique sera faite en fonction des joueurs déséquilibrants comme Lamine Yamal. C'est pour ça que ça ne s'était pas ébruité, sauf quelques journalistes qui nous avaient parlé d'un Lamine Yamal qui se serait entraîné dans un gymnase. Je vous avais fait passer l'information ici même sur ma chaîne YouTube. Ils nous avaient dit ça. Bon, on se disait bizarre. Yamal qui s'entraîne pas avec le groupe, mais plutôt en gymnase. Il y en a qui disaient bon, c'est juste pour une remise en forme personnelle. Les journalistes catalans avaient déjà ébruité quelques informations à ce sujet-là. Le club n'a pas communiqué de blessure jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu l'annonce que Lamine était bel et bien blessé. Je comprends la décision du club de pas vouloir le dire. Bon, j'ai vu beaucoup de gens se réjouir que Lamine n'allait pas aller en trêve internationale. Youpi, c'était la fête, mais on joue Sociedad. En fait, pourquoi vous parlez de trêve internationale? Je vais pas dire c'est dans 6 ans, parce que là, la trêve, elle commence. Mais même, les gars, on a un match avant. Et certains se réjouissent de perdre leur meilleur joueur du collectif parce que, oh, super, il ne va pas en trêve. Mais s'il vous plaît, il faut revoir les priorités au bout d'un moment. Bref, le club, pour moi, a voulu garder sa blessure secrète jusqu'au dernier moment, histoire de surprendre l'adversaire. Bon, on a vu que ça a surpris personne mis à part nous. Il n'y a que les supporters qui étaient surpris de voir Lamine Yamal. En tout cas, pour ma part, peut-être que certains ont vu l'information avant moi. Tant mieux, moi, je n'ai pas vu l'information jusqu'à aujourd'hui. Comme quoi, Lamine a un souci à la cheville, qu'il a reçu un coup lors du dernier match en Ligue des Champions. Quand j'ai vu la feuille de match avec Fermin sur les ailes, déjà, ça m'a surpris. Vous allez certainement vous demander pourquoi moi, ça me surprend. Mais tu avais le choix entre Olmo, entre Pedri et entre Fermin pour jouer sur le couloir. Je ne vais pas dire Ansu Fati parce que vous savez ce que je pense du joueur, vous savez comment je vois les coachs et leurs avis sur ce joueur-là. Je vous ai déjà parlé à maintes reprises du cas d'Ansu Fati et ça continue à se concrétiser, que les coachs n'ont pas forcément confiance en lui à tel point que tu as un attaquant blessé et ton premier choix n'est pas Ansu Fati. Ça veut dire que tu as Ferran Torres qui est blessé. Lui, tant mieux, qui revient jamais. Là, je vais même pas me retenir. Tu as Lamine Yamal, ton meilleur joueur du collectif qui est blessé. Ok, ça arrive, il faut le remplacer. Tu ne fais même pas jouer Ansu Fati. Ça veut dire que c'est même pas... c'est pas le premier choix, c'est pas le deuxième choix, c'est pas le troisième. En fait, c'est un choix, c'est... Quand il rentre, c'est le vas-y, lui. Vas-y, il n'y a plus rien à faire, allez, je lance Ansu Fati. Bref, j'avais dit que j'allais pas m'attarder sur le cas Ansu Fati, mais ça vous a bien prouvé ce que ça a prouvé. Que Ansu Fati, à l'heure actuelle, on ne compte pas forcément sur lui. Fermin, Olmo et Pedri. Lequel des trois tu choisis pour remplir ce rôle-là de faux ailier, c'est-à-dire un ailier qui va pas forcément chercher la profondeur, un ailier qui va plutôt se concentrer sur la tenue de balle, un ailier qui va plutôt distribuer des beaux ballons à Lewandowski ou en changement d'aile ou dans l'axe à ton numéro 10. Tu choisis qui parmi tout ça? Le joueur qui a été choisi pour moi c'est le pire des trois dans ce domaine-là. Il a choisi Fermin au détriment de Olmo et de Pedri. Pedri qui a déjà joué à ce poste-là de faux ailier sous Xavi, même avant ça, il avait déjà fait de très bons matchs à ce poste-là. À vrai dire, j'ai encore en tête le match face à l'Atlético où il avait été excellent dans ce domaine-là. Gavi a notamment joué dans ce rôle de faux ailier, mais bon, lui, il revient de blessure, c'est un autre cas. Et même pour moi, Pedri et Olmo restent meilleurs dans la tenue de balle. Tu as Olmo, justement, qui a déjà joué dans ce demi-espace-là en faux ailier, qui décroche, qui garde le ballon, qui fait des passes décisives, qui se projette, qui vient coller le numéro 9. Il a déjà joué, il connaît. Pourquoi Fermin? Moi, c'est ça la question que je me suis posée au vu de la tactique. Pourquoi Fermin? Ça, c'est la première question. Ensuite, deuxième question sur le terrain. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait autant d'alternements? J'ai pas compris. Ok, je me suis dit, bon, c'est Fermin, il joue attaquant gauche, c'est ok. Rafinha, il reprend sa place de base, attaquant droit. Il n'y a aucun souci. Mais pourquoi Rafinha, un coup, il allait à gauche, Fermin, il allait à droite, un coup, il revenait à gauche, un coup, il allait à droite? Peut-être que certains vont dire, oui, ça déstabilise le bloc. Non, ça déstabilise rien du tout. Ça déstabilise absolument rien. Les joueurs de Sociedad, c'est des professionnels, ils ont des réponses claires et nettes. Tu fais un marquage précis
précis sur Rafinha. Si Rafinha il part de l'autre côté, ne croyez pas que le défenseur il va être là en mode gogol. On m'a dit de tenir Rafinha, mais il est où Rafinha? Non, il va tout simplement tenir le joueur qui a remplacé Rafinha. Donc ça ne déstabilise en rien le bloc adverse, moi je trouve. Je trouve que d'alterner comme ça, encore si tu alternes des ailiers, je peux dire ok, ça peut porter à confusion parce que ça change le sens de pied, de dribble de chaque ailier. Si tu alternes les deux durant le match, ça peut déstabiliser la défense adverse parce que Lamine, sur son aile droit, il rentre sur son pied gauche souvent. Si tu le mets à gauche, ça sera différent. Il aura tendance à plus centrer, il aura tendance à plus aller sur son pied gauche vers la cage au lieu de faire des dribbles en extérieur et vice versa. Vous m'avez compris, même si Rafinha c'est un gaucher aussi, mais ça peut déstabiliser à ce niveau-là. Par contre là, un milieu de terrain, ça ne change rien. L'alternement là, je vais vous dire moi, pour ma part, ce que j'ai vu, ça a dérangé Koundé plus qu'autre chose. En fait, c'est Koundé. Déjà, de base, offensivement parlant, il n'est pas connu pour être étincelant, même si, moi-même je le dis, il a fait d'énormes efforts à ce niveau-là. Il devient de plus en plus intéressant, offensivement parlant, lorsqu'il a un ailier avec lui, comme Lamine Yamal, comme Rafinha. Pourquoi Rafinha n'est pas resté tout le match sur ce couloir droit? Moi, je le trouvais plus intéressant lorsqu'il touchait le ballon sur ce couloir droit, même si je le trouvais un peu moins en vue Rafinha aujourd'hui. Mais lorsqu'il touchait le ballon sur ce couloir droit, je le trouvais un peu plus pertinent. C'est pareil pour Koundé. Il savait qu'il avait un ailier sur qui s'appuyer offensivement parlant. Mais lorsque tu lui as enlevé Rafinha pour lui mettre Fermin, Koundé était esselé. Il ne servait plus à rien. Parce que déjà, de base, avec un ailier, c'est pas quelqu'un qui, offensivement, va t'apporter une plus-value différentielle qui va te changer un match. Il va pas te faire du Hakimi. C'est pas ce genre de défenseur droit. On le sait déjà. Donc, pourquoi tu le laisses seul? Parce que quand tu mets Fermin sur son côté, il est seul. Koundé se retrouvait tout seul sur le couloir droit. Donc, ton couloir droit, il ne servait plus à rien. Fermin, imprécis dans ses prises de décision, tu te sabotes toi-même en t'enlevant une productivité sur ce côté droit. Tu annules les actions de Koundé. Tu annules les actions d'un ailier droit parce que tu n'en as pas. Fermin joue plutôt ailier intérieur, donc ce n'est pas un ailier droit. Donc ton aile droite, elle a servi à rien tout le match. Est-ce que vous avez en tête une action dangereuse qui est venue du côté droit? Et ce, sans que Rafinha soit sur le côté droit, même quand il était sur le côté droit, je n'ai pas forcément vu d'action extraordinaire. Mais quand il n'y avait pas Rafinha, c'était encore pire, c'était le néant. Il n'y avait rien du tout. Koundé, il se faisait broyer par l'attaque adverse à chaque fois qu'il avait le ballon. Il se mangeait un pressing, il n'avait personne avec qui combiner parce qu'il n'avait pas ses habitudes. Il a construit au fil du temps avec un ailier. Tout ce que je demandais moi dans ce schéma tactique, même si le premier choix de faire jouer Fermin en ailier intérieur, pour moi, il a été mauvais dès le début, mais au moins, il faut l'assumer et le laisser âger. Tu l'as mis en attaquant gauche en début de match, qui reste attaquant gauche, laisse au moins Koundé combiner avec Rafinha, laisse Rafinha construire ses actions sur le côté droit, se dire, ok, je suis sur le côté droit et basta. Là, non, je l'ai vu en 10 Rafinha, je l'ai vu en attaquant gauche, je l'ai vu coller Lewandowski, je l'ai vu en attaquant droit, je l'ai vu partout, sauf à un poste précis, ce qui a pour moi annulé les actions offensives de Koundé. Il était inutile offensivement. Fermin passe à côté de son match, je vais même pas lui en vouloir parce que pour moi, encore une fois, dans ce demi-espace, j'aurais plutôt mis un Dani Olmo parce que lorsque tu n'as plus d'ailier pur qui va percuter, ce qu'il te faut et ce que ce Barça-là a su faire par le passé, c'est de jouer avec un faux ailier mais qui a de la tenue de balle. En fait, tu peux pas jouer avec un faux ailier mais qui n'a pas de tenue de balle parce que si on devait comparer Fermin Lopez avec tout le respect que je lui dois à Olmo et Pedri ont bien plus de tenue de balle qu'un Fermin Lopez. Alors pourquoi c'est pas eux qui jouent? Enfin, je sais pas, un faux ailier pour moi, ça doit d'avoir de la tenue de balle. Les Blaugrana, moi, ça a été ma plus grosse incompréhension dans ce match, c'est le côté tactique. Je n'ai rien compris. Les alternements, je ne trouvais pas l'intérêt de les faire. Choisir Fermin au détriment de Olmo et Pedri sur ce demi-espace-là, encore moins compréhensif. On va essayer de prendre du recul. C'est une défaite. On avait l'occasion de répondre au Real Madrid qui a fait un très bon match face à Osasuna. D'ailleurs, Osasuna, est-ce que j'ouvre une parenthèse sur eux? J'ai pas envie. Quand c'est les autres clubs, ils se donnent à fond. Les gars, pour eux, c'est des matchs de Ligue des Champions, mais quand c'est le Real Madrid, ils se font ouvrir 4-0. J'ai pas vu une bonne action de leur part. Une seule bonne action dans le match du Real. Bref, je suis pas là pour parler du match du Real. Reprenant sur ce que je disais, sur ce fameux Barça. On savait qu'il y avait une Yamal dépendance. On était tous conscients de ça. À moindre échelle, face à ce genre d'équipe comme Sociedad qui ne refuse pas le jeu. Moi, je sais ce que je me disais. Je me disais, oui, il y a une Yamal dépendance. Il faut pas non plus se mentir. Mais contre des blocs bas. Parce que Yamal, comme je l'ai expliqué à plusieurs reprises, c'est ce genre de joueur qui va déstabiliser une défense très basse par ses dribbles, par ses accélérations, par ses passes majestueuses. Pedri peut aussi faire ça par ses passes en déstabilisant un bloc très très bas. Par contre, Lewandowski ne va pas déstabiliser un bloc bas. Rafinha, pareil, sa qualité première, c'est pas de déstabiliser un bloc bas parce que le gars a besoin d'espace devant lui. Il a besoin d'avoir de la vitesse pour exécuter ses dribbles, Rafinha. Je me suis dit, ok, on perd Yamal sur ce match de Sociedad, mais Sociedad, c'est une équipe connue pour son football. Il joue bien au football faux
se l'admettre, ils vont jouer au football et ne pas reculer à 10 derrière. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont joué au football et je me suis senti rassurant en début de match. Je me suis dit, ah, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que Rafinha aura son espace. Ça veut dire que Lewandowski aura son espace. Il aura le temps de manœuvrer pour jouer de la tête. Il aura le temps de faire le pivot parce que l'équipe joue haut. Il aura toutes ces occasions-là. Pareil pour les passeurs décisifs comme Pedri. Ils auront l'occasion de mettre des ballons piqués en profondeur à des joueurs comme Rafinha. Mais il n'en est rien. Ils étaient perdus sur le terrain. Je crois que c'est la première fois, en tout cas en ce début de saison, c'est sûr, que j'ai vu un Pedri imprécis. Même si je trouve que c'est l'un des joueurs qui s'est donné le plus sur le terrain. Il est sorti, le gars, il était tout rouge. Il n'en pouvait plus tellement il a couru sur le terrain. Mais à plusieurs reprises, je l'ai trouvé imprécis dans ses passes. Même la dernière passe là qu'il fait à Olmo, ça, c'est pas du Pedri. On n'a pas connu ça de Pedri, de faire des passes comme ça directement en touche. Il en a fait plusieurs comme ça. Comme j'ai dit, je suis pas là pour parler des individualités parce que sinon, on pourrait s'attarder sur le match de Frenkie de Jong, le match de Fermin aussi. Pour moi, Fermin passe à côté de son match. Frenkie de Jong qui commence le match avec 2-3 percées. Je me suis dit, ça fait du bien de retrouver Frenkie. Rapidement, il est retombé dans ses travers. Il a disparu des radars tellement que Flick a décidé de le sortir à la mi-temps. Alors, est-ce que c'était plutôt question santé car justement, il a reçu un coup au pied et un coup au genou? Peut-être que Flick a décidé de le préserver et ne pas prendre le risque. De Jong a peut-être tout simplement dit à Flick qu'il ressent une gêne suite à ces coups-là. On n'en sait rien, mais ça ne m'étonnerait pas que Flick l'ait sorti pour ses prestations parce que, mis à part ses premières foulées sur le terrain, par la suite, il a été effacé des radars. On ne l'a plus vu. J'ai envie de dire bravo à Sociedad, les gars. C'est tout ce qu'il faut dire. Ils sont venus, ils ont fait leur match. Kubo, joueur incroyable, on le sait déjà. On savait qu'il avait ce toucher de balle. On savait qu'il avait cette qualité de dribble. On savait qu'il avait cette qualité de passe. Aujourd'hui, on a été imprécis dans tout. Que ce soit dans nos passes, dans nos attaques. On a fait 0 tir cadré. On a manqué de créativité. Notre alignement pour le hors-jeu, il n'était pas cohérent. Ça aussi, pour la première fois de la saison que je vois ça chez ce Barça-là, Sociedad a su déjouer cet alignement du hors-jeu que j'ai trouvé aujourd'hui plus bas que d'habitude. Flick a décidé peut-être de revoir un peu ça pour faire face à cette équipe de Sociedad. On n'a pas joué aussi haut que d'habitude dès les premières minutes. On a joué un peu plus bas. Bon, pas non plus dans notre surface. La ligne du hors-jeu était quand même haute, mais moins haute que ce qu'on a vu d'habitude depuis le début de saison. Flick a voulu tenter des choses sans Lamine Yamal. Franchement, ça peut se comprendre parce que c'est un réel coup de massue. Tu perds ton meilleur joueur, tu es obligé d'essayer de trouver des choses pour te dépanner. Peut-être il a fait reculer justement le bloc parce qu'il s'est dit on ne peut pas se permettre de jouer aussi haut sans avoir ce genre de joueurs comme Lamine Yamal qui peuvent déstabiliser balle au pied, qui peuvent faire mal à l'équipe adverse, qui font que l'équipe adverse ne va pas forcément te foncer dessus à pleine vitesse parce qu'ils savent que derrière eux il y a Lamine Yamal. Ils ne peuvent pas le laisser sans surveillance en te fonçant dessus. Du coup, il a dû sûrement prendre des décisions comme faire reculer un peu le Barça, histoire de prendre un peu plus de temps à la construction. Les phénomènes, ce sera tout pour ma part durant ce débrief. Franchement, je suis dépité. Je me suis dit un dimanche soir, 21h, un bon match du Barça, ça va nous faire du bien pour clôturer ce week-end. Pas du tout. Je suis dépité, déçu, écœuré du match. J'ai failli oublier de parler du but hors jeu, les gars. Bon, on ne peut pas se plaindre. Hein. Le petit pied de Lewandowski qui dépasse, on est mal placé pour se plaindre, pour être objectif. Par contre, là où je peux me permettre de me plaindre, pourquoi ça a pris 10 minutes pour nous montrer le hors-jeu? Non, mais dites-nous, ils ont payé un graphiste pour qu'il allonge le pied de Lewandowski, je comprends pas. Dites-le si c'est le cas. Au bout d'un moment, vous vous cachez même plus. Dans chaque match, dès qu'il y a un hors-jeu, ça prend 2 secondes pour que le réalisateur, il nous mette que, voilà, il y a hors-jeu, il y a lui qui dépasse lui, regardez, là, il y a une chaussette qui dépasse, c'est super, tout ça. Mais quand c'est le Barça là, Lewandowski qui marque dès les premières minutes, de quoi bien rentrer dans son match, ils nous sortent 20 minutes après qu'il y avait un orteil qui dépassait. D'accord, c'est très bien. Mais le graphiste qui t'a fait le montage là, tu l'as payé combien? Non, au bout d'un moment, il faut parler en chiffres. Dis-nous le montant qui a été déboursé pour trouver un graphiste rapidement comme ça et qui te fasse ce genre de travail aussi rapidement. Dans l'enveloppe, il y avait combien pour le graphiste? C'est bon, au bout d'un moment, il faut arrêter. Oh, 8 minutes pour nous montrer qu'il y avait un petit orteil qui dépassait. Les phénomènes, à vous de jouer dans l'espace commentaire si vous en avez la force de parler de ce match. Moi, j'en ai fini avec ce match. Je passe à autre chose. On s'attrape sur une nouvelle vidéo du Barça. D'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana.